J'ai poignardé mon mari dans son sommeil, le couteau de cuisine encore chaud de notre dernier repas partagé, et j'ai regardé son sang se répandre sur les draps de lin blanc que nous avions achetés à Provence l'été dernier. Ce n'était pas de l'amour qui m'a guidé, mais une rage froide, forgée dans les mensonges qu'il avait semés comme des graines de chardon dans notre jardin parisien. Et le pire, ce n'était même pas pour lui que je faisais ça, c'était pour elle, ma belle-fille, cette vipère ingrate qui avait osé cracher sur mon âme. Paris, en cette veille de Noël 2023, puait la magie chez le vin chaud, mais pour moi, Élise Moreau, veuve éplorée aux yeux de tous, c'était l'odeur âcre de la trahison qui imprégnait l'air. J'avais passé des nuits entières, mes mains arthritiques tremblant sous la lumière tamisée de ma lampe de chevet, à tisser ce châle en laine d'alpaga teinte à la main, un motif inspiré des vitraux de Notre-Dame, avec des fils d'or subtils qui dansaient comme des flammes d'année. C'était pour Léa, ma belle-fille, cette gamine de 20 ans qui étudiait les arts à la Sorbonne, un cadeau qui portait en lui des heures de souvenirs volés à mon propre chagrin. Henri, mon mari, ou plutôt, l'homme que j'appelais ainsi depuis 15 ans, m'avait juré que ce Noël serait différent. Fais-lui quelque chose de personnel, Élise, avait-il murmuré en caressant mon épaule, ses doigts encore imprégnés de l'odeur de son bureau à la Défense. Mais je savais déjà que ces mots étaient du vent, comme les flocons qui tourbillonnaient dehors sur les Champs-Élysées. Léa arriva le 24 décembre, emmitouflée dans un manteau de fourrure synthétique qui hurlait le luxe ostentatoire, escortée par son petit ami du moment, un fils à papa aux cheveux gominés et au sourire carnassier. La dîner fut un théâtre bien rodé, foie gras truffé, dinde rôtie au marron, et ce chasselas millésimé que Henri avait fait venir de sa Bourgogne natale. Je les observais depuis la cuisine, mon tablier taché de sauce, tandis que Léa babillait sur ses exposés à l'université, ses yeux verts, hérités de sa mère défunte, pétillant d'une fausse innocence. Quand vint l'heure des cadeaux, sous le sapin illuminé de guirlandes blanches, je lui tendis le châle, enveloppé dans un papier craft orné de sceaux de cire rouge. « Pour toi, ma chérie, » dis-je, la voix enrouée par l'émotion contenue. J'ai pensé à tes hivers froids dans ton petit studio de Montmartre. Elle le déplia avec une lenteur délibérée, ses ongles manucurés, un rouge sans qui me fit frissonner, accrochant les fils délicats. Puis, un ricanement. Pas un rire franc, non, mais un gloussement acide, comme celui d'un chat qui joue avec une souris agonisante. C'est fait main? Vraiment, Élise? Ça ressemble à du bric-à-brac de brocante. Bon marché, franchement. J'aurais préféré un sac Birkin, comme maman en avait un. Les mots tombèrent comme des lames, tranchant l'air déjà lourd de tension. Henri se racla la gorge, mal à l'aise, son verre de vin suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Son petit ami, appelons-le Thibaut, étouffa un sourire derrière sa serviette. Moi, je restais figé, le cœur cognant comme un tambour funèbre dans ma poitrine. Bon marché. Ces deux mots résonnèrent dans ma tête, écho d'une vie entière de sacrifices tus. Ce soir-là, après leur départ dans un taxi Uber qui klaxonna impatiemment sous la pluie fine, je montai dans notre chambre du 17e arrondissement. Henri ronflait déjà, son corps massif étalé sur le lit king size, une bouteille de cognac à moitié vide sur la table de nuit. Je m'assis au bord du matelas, le couteau de cuisine, celui avec lequel j'avais émincé les herbes pour le dîner, serré dans ma paume moite. Ce n'était pas impulsif. Non, c'était le point culminant d'années de poison lent. Henri n'était pas l'homme que j'avais épousé en 2008, cet architecte charismatique qui m'avait courtisé avec des croissants chauds et des promenades le long de la Seine. Il était un imposteur, un serpent qui avait grimpé les échelons en foulant aux pieds ce qu'il prétendait aimer. Tout avait commencé bien avant Léa. 15 ans plus tôt, en 2008, j'étais une jeune galeriste ruinée par la crise financière, mes murs de la rue de Rivoli nus de toiles invendues. Henri apparut comme un sauveur. Veuf depuis 2 ans, père d'une petite Léa de 5 ans, il cherchait une mère de substitution pour sa princesse. Notre mariage fut un conte de fées parisien. Cérémonie à l'église Saint-Sulpice, lune de miel à Saint-Tropez. Mais sous la surface, les fissures. J'appris vite que la fortune d'Henri n'était pas issue de ses plans d'architecture innovants, mais d'un héritage souillé. Sa première femme, la mère de Léa, n'était pas morte d'un accident de voiture banal, comme il le racontait au dîner mondain. Non, c'était un suicide, orchestré pour couvrir ses dettes de jeu et une affaire de fraude fiscale qui aurait pu l'envoyer en prison. J'avais gagné Titaï chaud en tas. Pardon, j'avais porté le fardeau pour lui. En 2010, quand les enquêteurs du fisc français frappèrent à notre porte, ce fut moi qui signai les faux documents, moi qui inventais des alibis pour ses voyages professionnels à Monaco. Pour la famille, Élise, me supplia-t-il, les yeux humides de crocodile. Et j'obéis, parce que j'aimais Léa comme la mienne, cette fillette aux couettes blondes qui m'appelait Maman Élise dans ses murmures nocturnes. Mais Léa grandit, et avec elle, la rancune. À 12 ans, elle fouilla dans mes tiroirs et trouva les lettres. Ces missives jaunies que j'avais gardées, preuve de la supercherie d'Henri.
Au lieu de me confronter, elle les cacha, les utilisant comme une arme secrète. À 16 ans, elle commença à me rançonner subtilement. « Achète-moi ce téléphone, Élise, ou je raconte tout à papa sur tes petits secrets. » Quels secrets? Les miens étaient propres. Les siens étaient des abysses. Et Henri? Il savait. Bien sûr qu'il savait. Il avait surpris Léa et moi dans une de nos discussions en 2019, dans la cuisine pendant qu'il feignait de dormir. Au lieu de nous arrêter, il s'en délecta, jouant le pacificateur tout en tissant sa toile. Il augmenta le fonds universitaire de Léa, 200 000 €, prélevés sur nos économies communes, que j'avais amassés en vendant mes bijoux de famille pour couvrir ses dettes passées. C'est pour son avenir, me dit-il en me baisant la main, ses lèvres froides comme la mort. Mais c'était une chaîne, un moyen de me garder enchaîné à son mensonge. Chaque versement était un rappel. Tu as tué pour moi, Élise. Tu as menti pour moi. Tu es à moi. Ce Noël-là, le châle n'était pas qu'un cadeau. C'était un talisman, un fil reliant les fragments de mon âme brisée. En le qualifiant de « bon marché », Léa avait craché non seulement sur mon travail, mais sur l'autel de mes sacrifices. Et Henri, avec son silence complice, avait scellé son sort. Le couteau s'enfonça facilement, entre les côtes, droit au cœur. Il ne se réveilla pas, un gargouillis étouffé, puis le calme. Je nettoyais tout avec méthode, gants en latex, acide dilué pour les traces, le corps enveloppé dans une housse de matelas et descendu dans la cave où nos vins dormaient. Demain, je dirai aux flics qu'il avait fait une crise cardiaque, seul, pendant que j'étais chez ma sœur à Versailles. Les preuves? J'en avais fabriqué de solides, des années durant. Mais ce n'était que le début. La vengeance n'est pas un coup de poignard. C'est une symphonie, et Léa serait ma muse. Le lendemain matin, le 25 décembre, je composai le numéro de l'avocat de la famille, Maître Duval, un homme au cigare perpétuel et au secret plus noir que la nuit. Henri est mort, annonçai-je d'une voix brisée. Et le fonds de Léa? Il doit être gelé. Des irrégularités fiscales, d'après ces derniers mai. Duval, que j'avais soudoyé avec des toiles volées de ma galerie, acquiesça sans broncher. Les 200 000 €, repris en un clin d'œil, transférés sur un compte offshore au nom d'une fondation fictive que j'avais créée en 2022. Pour l'art en péril, dis-je aux autorités. En réalité, pour mon exil. Léa apprit la nouvelle 2 jours plus tard, lors d'un appel Zoom larmoyant depuis son studio. Quoi? Mais c'est mon avenir. Élise, tu ne peux pas faire ça. Papa l'avait promis. Ses yeux, rougis par les pleurs, brillaient d'une fureur qui me rappela la mienne. Ton père a menti sur tout, ma pauvre. Sur ta mère, sur nous, sur cet argent sali de fraude. J'ai juste corrigé les torts. Elle hurla, accusa, menaça de tout révéler. La fraude, le suicide maquillé, mon rôle. Vas-y, répondis-je calmement, sirotant un café noir dans ma cuisine vide. Les flics adorent les histoires de gamines hystériques. Et moi? J'ai des preuves que tu savais tout, depuis tes 12 ans. Ces lettres que tu as cachées, je les ai copiées. C'était un bluff, mais elle mordit à l'hameçon. Le silence qui suivit fut délicieux, un vide chargé de peur. Paris, sous la neige fondue de janvier 2024, devint mon terrain de jeu. Je vendis l'appartement, empochant 1,2 million d'euros, et louai un atelier anonyme dans le Marais. Là, je peignais non plus des toiles joyeuses, mais des toiles sombres, inspirées de Goya et de Bacon, des visions de trahison où des figures féminines lacéraient des cœurs sanglants. Léa, entre-temps, sombrait. Sans fond, elle abandonna la Sorbonne, se rabattit sur un job de serveuse au Café de Flore, ses rêves d'artiste fanée comme une rose piétinée. Thibault la quitta pour une influenceuse aux lèvres pulpeuses, la laissant seule avec ses regrets. Mais la vraie danse commençait. J'appris, par un détective privé, un ex-flic corse aux méthodes expéditives, que Léa fouillait dans le passé d'Henri. Elle avait contacté l'ancienne maîtresse de son père, une danseuse du Moulin Rouge qui avait partagé son lit pendant des années. Il m'a promis la lune, génie la femme au téléphone, sa voix rauque de tabac. Mais il a tout pris, mon argent, ma dignité. Léa compilait un dossier, un poison pour me ruiner. Elle l'ignorait, mais j'étais 3 pas devant. Maître Duval, mon pion fidèle, avait intercepté ses mets. Et moi, j'avais planté une graine plus vicieuse, un faux témoignage, daté de 2010, signant que Léa, enfant, avait vu sa mère se suicider et blâmé Henri pour cela. Fin février, je l'invitai à l'atelier. « Viens, ma chérie. Parlons comme des adultes. » Elle arriva, pâle et amaigrie, son manteau usé contrastant avec l'élégance fanée du lieu. Je lui servis un thé à la menthe, empoisonné non de toxines, mais de vérité distillée. Ton père t'a menti sur ta mère.
Ce n'était pas un accident. Elle s'est tuée parce qu'il a poussé, dette, infidélité, un chèque falsifié qu'elle a couvert. Les yeux de Léa s'écarquillèrent, un mélange de dégoût et de doute. Et toi? Tu étais là? Je hochai la tête, feignant la confession. J'ai aidé à cacher. Pour te protéger. Mais maintenant, avec sa mort, tout s'effondre. Je glissai l'enveloppe, photo jaunie, relevé bancaire, et ce faux témoignage où son nom enfantin signait l'accusation contre Henri. Elle partit en titubant, le dossier sous le bras, déterminée à venger sa mère, et, par extension, elle-même. Ce qu'elle ignorait, c'est que chaque page menait à un piège. Le détective corse veillait. Les flics, alertés anonymement, attendraient son prochain mouvement. Mais 2024, lors d'une manifestation étudiante place de la Sorbonne, Léa distribua des flyers. Justice pour les victimes d'Henri Moreau. Les médias mordirent, Le Monde titra « Le scandale caché d'un architecte mort ». Mais au milieu de la foule, un journaliste véreux, payé par moi, diffusa le faux témoignage. Soudain, Léa n'était plus la victime. Elle était la complice enfant qui avait menti pour couvrir un meurtre. Les poursuites s'enclenchèrent. Juin, interrogatoire à la PJ du quai des Orfèvres. Léa, menottée, hurla mon nom, c'est Élise. Elle m'a piégé. Mais mes alibis étaient en béton, voyage documenté, témoin soudoyé. Et le twist? Le fonds de 200 000 € réapparut, non pour elle, mais pour une bourse d'art que je créai en son nom, gérée par Duval. Ironie suprême, elle en fut disqualifiée pour comportement frauduleux. Août, elle fut placée en résidence surveillée, son avenir en miettes. Pourtant, dans les nuits d'insomnie de mon nouvel appartement à Montparnasse, la culpabilité me rongeait comme un ver. Était-ce vengeance ou folie? Léa n'était qu'un pion, comme moi autrefois. Henri mort, le vide hurlait. Et si? L'automne 2024 enveloppa Paris d'un manteau ocre et mélancolique, les feuilles du Luxembourg craquant sous mes pas solitaires comme des os brisés. J'avais 52 ans, mais je me sentais centenaire. Mon reflet dans les vitrines de la rue de Bussy, un fantôme aux traits tirés, les cheveux grisonnants noués en un chignon négligé. La galerie que j'avais rachetée, l'ombre des toiles, nichée près du Pont-Neuf, prospérait sur mes nouvelles œuvres. Des diptyques où des femmes voilées lacéraient des portraits d'hommes, inspirés par les furies de la mythologie grecque revisitée à la sauce française. Les critiques du Figaro les acclamaient comme un cri primal contre le patriarcat bourgeois, ignorant que chaque coup de pinceau était une cicatrice de ma propre guerre. Léa, de son côté, croupissait dans un appartement HLM de la banlieue de Clichy, assigné à résidence après que le juge eut suspendu son incarcération provisoire. Les journaux People, Paris Match, Closer, la dépeignaient comme la fille ingrate d'un scandale familial, sa photo en noir et blanc la montrant les yeux baissés, un air de vierge martyre qui me faisait presque pitié. Presque. Car elle contre-attaqua, cette petite vipère. En septembre, un mail anonyme atterrit dans ma boîte. Je sais pour le couteau, Élise. Et pour les 200 000. Rendez-vous au Père-Lachaise, minuit, le 15. Signé, elle. Le cimetière était un labyrinthe de tombes gothiques sous la lune voilée, l'air chargé d'humidité et de regrets éternels. J'y allais armé. Pas d'arme à feu, trop vulgaire, mais d'un spray au poivre et d'un enregistreur dissimulé dans mon manteau. Léa émergea des ombres près de la sépulture de Proust, plus maigre que jamais, ses yeux verts luisants comme des émeraudes maudites. « Tu as tué papa », cracha-t-elle sans préambule, sa voix un sifflement étouffé par le vent. J'ai trouvé le journal de bord de son ordinateur, les backups sur un cloud qu'il avait oublié. Tes recherches sur les poisons, les alibis. Et le fond, tu l'as volé pour te venger d'un châle moqué? Pathétique. Je ris, un rire bas et rocailleux qui résonna contre les anges de pierre. Pathétique? C'est toi qui as commencé, Léa. Bon marché. Ces mots ont libéré le monstre que ton père avait enchaîné en moi. Et ce journal? Un faux, planté par Duval sur mes instructions. Tu crois vraiment que je laisserai des traces? Elle avança, tremblante, un dossier plastifié à la main, des impressions granuleuses, des captures d'écran. Regarde ça. Maman ne s'est pas suicidée. Papa m'a tout dit avant de mourir. Un infarctus, pas un meurtre. C'était toi, la fraudeuse originelle. Tu as falsifié les comptes de la galerie en 2012 pour couvrir ses dettes de jeu, et il t'a épousé pour ça. Le fonds était à mon nom depuis ma naissance, un trust légué par maman pour me protéger de vous deux. Le choc fut comme un uppercut. Pendant des années, j'avais cru porter le fardeau seul, Gann titaille chaud Henri, les faux, les mensonges au fisc. Mais si Léa avait raison, les souvenirs affluèrent. Cette nuit de 2010, Henri ivre, me forçant à signer les papiers sous peine de divorce. Pour Léa, avait-il juré.
Et le suicide de sa première femme, un saut de la tour Eiffel, rapporté comme accidentel. Était-ce moi qui avais tout déformé, ou lui qui m'avait empoisonné à l'arsenic des demi-vérités? Léa continua, sa voix montant en crescendo. J'ai lutté contre toi parce que tu m'as volé ma vie. Le châle, c'était rien, un prétexte. Mais papa, il t'aimait, à sa façon tordue. Et toi, tu l'as égorgé pour un égo froissé. Nous nous affrontâmes dans le silence du cimetière, le vent fouettant nos manteaux comme des drapeaux de reddition. Je pouvais l'attaquer, la faire taire pour de bon, un cri étouffé, un corps jeté dans une tombe ouverte. Mais quelque chose en moi, résidu d'une tendresse maternelle fanée, hésita. Au lieu de cela, je sortis une enveloppe de mon sac, le vrai dossier, celui que Duval avait exhumé des archives notariales. Regarde, ma fille. Le trust de ta mère? Henri l'a détourné en 2011 pour payer un amant. Oui, un homme, un sculpteur de Belleville. Ta mère l'a appris, et c'est pour ça qu'elle a sauté. Pas pour les dettes, mais pour l'humiliation. Et moi? J'ai couvert pour que tu ne saches pas, pour que ton monde ne s'écroule pas à 10 ans. Ses épaules s'affaissèrent, le dossier tombant dans la boue. Pour la première fois, je vis non la vipère, mais l'enfant brisé. Pourquoi? Pourquoi me haïr autant? Murmura-t-elle. Parce que tu es son sang, répondis-je, la gorge serrée. Et que chaque fois que je te regardais, je voyais lui, le menteur, le voleur d'âme. Nous partîmes séparément, mais ce night au Père-Lachaise planta la première graine de doute en moi. Était-ce vengeance, ou un cycle de poison que je perpétuais? Octobre apporta les premières fissures. Léa, libérée sous caution grâce à un oncle lointain, lança une pétition en ligne, Justice pour Léa Moreau. Elle accusa publiquement la marâtre manipulatrice, moi, d'empoisonner la famille. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, féministes vs traditionnalistes, MeToo contre famille sacrée. Un podcast viral, Les Ombres de Paris, invita Léa. Elle y pleura, raconta le châle comme symbole d'une tyrannie domestique. Elle m'a dépouillé de mon héritage pour un affront personnel. C'est de la vengeance mesquine, pas de la justice. Les auditeurs se divisèrent. Certains la virent comme une victime milléniale, d'autres comme une ingrate profiteur. Moi, je contre-attaquai avec subtilité. Dans une interview au Monde des Arts, je parlais de l'héritage empoisonné des beaux-parents, glissant des allusions voilées au fond sali par des secrets familiaux. Les 200 000 €, je les reversai partiellement, 50 000 à une association contre la fraude patrimoniale, les 150 000 investis dans ma galerie pour des bourses d'art. Pour des orphelines comme Léa l'avait été. Ironie qui fit grincer des dents. Elle fut éligible, mais disqualifiée pour conflit d'intérêts. Duval, mon ombre fidèle, orchestra tout, fuite à la presse, témoignages fabriqués de voisins, décrivant Léa comme instable depuis l'enfance. Novembre, la tension culmina lors d'une audience préliminaire au tribunal de grande instance de Paris. Léa, en tailleur noir austère, me fusilla du regard depuis le banc des accusés, non pour meurtre, mais pour diffamation et extorsion. Madame Moreau, lança l'avocat général, un homme au menton fuyant, votre belle-fille allègue que vous avez manipulé le deuil de votre mari pour spolier son héritage. Avez-vous des preuves contraires? Je montai à la barre, sereine dans ma robe Chanel vintage, et déroulai le rouleau, relevé montrant que le fonds avait été alimenté par des fonds illicites d'Henri, pot de vin d'un promoteur immobilier en 2015. J'ai agi pour protéger l'honnêteté de cette famille, déclarai-je, la voix tremblante de fausses émotions. Léa savait, elle a même aidé à cacher, par loyauté filiale. La salle bruissa. Léa bondit, mensonge. C'est elle qui a falsifié. Mais le juge, une femme aux lunettes sévères, suspendit l'audience. Dehors, les flashs crépitèrent. Un titre du soir, Guerre des belles-mères, qui est la vraie victime? Les sondages en ligne chiaient les camps. 52% pour Léa la jeune opprimée, 48% pour moi la veuve vengeresse. La presse, avide de controverses, invita des psys à débattre. Est-ce du trauma transgénérationnel ou de la pure malveillance? Cette nuit-là, seul avec un verre de Calvados, je relus les mets d'Henri, ceux que j'avais supprimés, mais que Duval avait récupérés. Un, daté de 2022, Élise, Léa soupçonne. Laisse-la creuser. Elle finira par se taire, comme sa mère. Un autre, à son amant, ma femme est un bouclier parfait. Elle porte mes péchés, je porte sa gratitude. Le doute s'insinua plus profond. Et si j'avais été le pion tout du long? Non. La rage revint, plus aiguisée. Décembre approchait, 1 an après le meurtre. Pour Noël, j'envoyai à Léa un nouveau cadeau, un châle identique, teinté de noir, avec une note, pour tes hivers en exil. Avec amour, Élise.
Elle le brûla en live sur Instagram, les flammes dansant comme un bûcher. Les vues explosèrent, 2 millions. La guerre était déclarée. L'hiver 2024 à 2025 mordit Paris de ses crocs glacés, transformant la Seine en un serpent d'argent figé sous les ponts voûtés. Ma galerie devint un sanctuaire ou une forteresse, ses murs tapissés de toiles qui hurlaient ma fureur. Une série intitulée « Les fils coupés », où des mains féminines sectionnaient des liens de laine ensanglantés, écho au châle maudit. Les ventes flambaient, des collectionneurs de Neuilly achetaient, murmurant que c'était l'art du scandale. Mais derrière les sourires polis au vernissage, la paranoïa grandissait. Léa n'était pas vaincue. Elle évoluait, cette chienne, tissant sa propre toile avec l'aide d'un avocat pro bono, une féministe enragée du planning familial. Janvier 2025, elle frappa le premier coup vicieux. Un article dans Libération, La marâtre et le meurtre, Élise Moreau, serial menteuse. Basé sur des sources anonymes, sans doute Thibault, cet ex-rancunier que j'avais payé pour la quitter, mais qui avait retourné sa veste. L'article détaillait le meurtre maquillé d'Henri, citant des incohérences médico-légales, échymose suspecte au foie, un couteau manquant de notre cuisine. Pire, il insinuait mon rôle dans le suicide de la première femme. Élise, alors maîtresse, aurait encouragé le désespoir pour s'emparer du veuf. Faux, bien sûr, j'étais entré en scène après, mais la boue collait. Mes clients hésitèrent, un chèque rebondit. Je ripostai avec férocité. Duval engagea un hacker, un gamin de Nanterre au dreadlock et au talent pour les deepfakes, pour inonder les forums de preuves. Vidéo truquée montrant Léa en train de fouiller le bureau d'Henri la nuit du meurtre, murmurant, enfin, à moi. Postée sur Reddit et X, ancien Twitter, elles viralisèrent sous Léa la coupable. Les commentateurs se déchaînèrent, karma pour l'ingrate. VS, fake news patriarcale. La police rouvrit l'enquête sur la mort d'Henri, mais cette fois, Léa fut interrogée comme suspecte accessoire. Où étiez-vous le 25 décembre ? Gronda un inspecteur au téléphone. Chez un ami, balbutia-t-elle. Mais mon détective corse avait une photo. Elle, seule, près de l'appartement, à minuit. Février apporta le calme avant la tempête. Léa m'écrivit, pas un mail, une lettre manuscrite, postée de Clichy, l'écriture tremblante comme un aveu. Élise, je sais maintenant. Pour maman. Pour le trust. Papa était un monstre, et toi, sa gardienne. Mais le tuer, c'était aller trop loin. Revient l'argent, et je me tais sur le couteau. Une offre de paix ou un piège? J'y vis une ouverture. Nous nous rencontrâmes au jardin des Tuileries, sous un ciel plombé, assise sur un banc froid face à la Louvre pyramidale. Elle avait maigri, ses joues creusées comme un masque de tragédie grecque. J'ai fouillé les archives notariales, dit-elle, sortant un USB. Le fond, maman l'a créé pour moi, mais papa l'a hypothéqué pour ses amants. Tu as raison sur ça. Mais les 200 000, c'étaient les derniers restes de son innocence. Je la regardais, cherchant la faille. Innocence? Tu m'as appelé marâtre dans ta pétition, Léa. Tu as vendu notre douleur au tabloïd. Elle pleura alors, des larmes chaudes sur ses gants usés. J'avais peur. De toi, de lui, de tout. Le châle. C'était stupide, une façon de te blesser parce que tu m'as volé ma place. Pour la première fois, je vis l'enfant en elle, celle que j'avais bercée pendant les fièvres. Mon cœur se fissura. Et si on arrêtait? Je rends 100 000. Tu repars à la Sorbonne. On enterre le passé. Elle hocha la tête, un sourire fragile. Paix? Mars brisa l'illusion. Le hacker, trahi par sa cupidité, vendit des secrets à un journaliste d'investigation de Mediapart. Soudain, Le Monde a pris pour le deepfake et accusa Léa d'avoir fabriqué des preuves contre moi. Non, l'article inversa, clamant que J avait monté le coup pour la discréditer. Les flics débarquèrent à ma galerie, perquisition sous mandat. Ils emportèrent mes ordinateurs, mes toiles inachevées. Madame Moreau, vous êtes en garde à vue pour entrave à la justice et faux en écriture. La cellule était froide, imprégnée d'urine et de désespoir, un écho au cachot de la Bastille que j'avais visité en touriste. Libéré sous caution après 48 heures, Duval avait plaidé la fragilité émotionnelle. Je trouvais ma vie en ruine. La galerie vandalisée, graffiti, meurtrière. Léa, elle avait disparu, envolée vers un cousin en Provence, mais pas avant un post sur Insta. La vérité sortira. Justice pour Henri. La presse se délectait, débat télévisé sur France 2, où des experts disséquaient la vengeance féminine toxique. Les camps se durcirent. Mes supporters, des cadres bourgeoises, me voyaient comme une Antigone moderne.
Les siens, des étudiants woke, comme une Karen vengeresse. Avril, le coup de grâce. Lors d'une confrontation médiatisée, un duel orchestré par une émission de TF1, nous nous affrontâmes en direct. Studio baigné de lumière crue, public clivant. Elle m'a volé mon père, mon avenir. Sanglota Léa. Et toi, tu as craché sur mon amour? Rétorquai-je, la voix brisée. Puis, le twist, elle révéla un enregistrement audio, caché dans le journal d'Henri. Ma voix, datée de 2010, je signerai les faux, Henri. Pour Léa. Mais si tu me trahis. Le public haleta. Était-ce une confession de meurtre à venir? Non, un bluff d'époque. Mais l'impact fut dévastateur. Les actions en justice pleuvaient. Je risquais la prison à perpétuité. Pourtant, dans le chaos, une lueur. Duval murmura. On peut retourner ça. Le vrai twist, Henri n'est pas mort de ton couteau. Autopsie falsifiée. Il s'est suicidé, comme sa première femme, pour échapper à une enquête sur ses fraudes massives. Mon cœur s'arrêta. Était-ce possible? J'avais vu le sang, senti la lame. Mais si. La vengeance n'était-elle qu'un mirage? Mais, alors que la tempête judiciaire culminait, Léa m'appela. Élise. Viens à Provence. Avant qu'il ne soit trop tard. Était-ce un piège ou une main tendue? Je partis, le cœur battant, vers les vignobles de Châteauneuf-du-Pape, où les secrets enfouis remontent comme le Mistral. Provence en mai 2025 était un tableau vivant de Monet. Champ de lavande naissante, cyprès sentinelle contre un ciel azur impitoyable. Mais pour moi, c'était un purgatoire, le domaine familial des Moreau perché sur une colline de Gordes, où Henri m'avait emmené pour notre premier anniversaire, promettant un amour éternel entre les oliveraies. Léa m'attendait sur la terrasse, face à la piscine turquoise qui miroitait comme un œil accusateur. Elle avait repris du poids, ses cheveux relevés en un chignon lâche, vêtue d'une robe de lin blanc qui la faisait ressembler à un spectre de sa mère. Des photos que j'avais vues, jaunies dans les albums. « Assieds-toi, Élise », dit-elle d'une voix neutre, versant du rosé local dans des verres en cristal taillé. On a beaucoup à déterrer. Le dossier qu'elle étala sur la table de pierre était un tombeau ouvert. Autopsie alternative, expertise graphologique et un enregistrement vocal d'Henri, daté du 24 décembre 2023. Sa voix, pâteuse d'alcool, Élise ne comprendra jamais. Le châle. C'est son cri d'agonie. Demain, je lui dirai tout, les fraudes, les amants, le fonds volé à Léa. Et si elle me tue? Tant mieux. Finissons en. Mon estomac se noie. Il se savait condamné. Léa hocha la tête, les yeux secs. Il s'est injecté une dose létale de sédatif avant de se coucher. Le couteau? Un leurre. Il l'a planté lui-même, post-mortem, pour te piéger. Ma vengeance à moi, murmurait-il dans le journal. Tu as nettoyé le corps, pensant à un meurtre, mais c'était un suicide assisté, il t'a forcé à achever le rituel. Le monde vacilla. Tous ces mois de rage, de pièges tendus, pour découvrir que j'avais dansé sur un cadavre déjà froid, Henri, ce matois, avait orchestré sa sortie théâtrale, me laissant le rôle de la Médéa sanguinaire. Pourquoi me dire ça maintenant? Demandai-je, la voix un fil ténu. Léa se leva, marchant jusqu'au bord de la piscine, où l'eau léchait les mosaïques romaines. Parce que je t'ai haï pour rien. Le châle, c'était sa faute. Il m'avait monté contre toi, me chuchotant que tu étais jalouse de maman. Les lettres que j'ai trouvées, il les avait plantées pour nous diviser. Et le fond, il l'a repris lui-même, juste avant sa mort, pour un dernier pari à Monte-Carlo. Les 200 000, évaporés. La révélation coula en moi comme du plomb fondu. J'avais Gan Titaï, porté le fardeau, pour un fantôme, un homme qui s'était suicidé pour m'emmurer dans la culpabilité. Et Léa, elle avait été son pion, comme moi, sa princesse, dressée à mordre la main qui la nourrissait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Murmurai-je, les larmes coulant enfin, salées comme la mer Méditerranée. Elle se tourna, un sourire amer aux lèvres. On finit ce qu'il a commencé. La vérité. J'ai contacté un procureur intègre, pas tes marionnettes. Demain, on dépose tout, le suicide, les fraudes, ton meurtre innocent. Tu seras blanchi. Moi, je récupère ce qui reste du trust via une action civile. Une trêve, ou le dernier tour. Nous passâmes la nuit à parler, à dévider les fils emmêlés. Souvenir d'Henri riant au dîner, sa main possessive sur mon genou. Léa enfant, cueillant des figues dans le jardin, ignorant les ombres. À l'aube, alors que le soleil peignait les vignes en or, je la serrai dans mes bras, maladroitement, comme une mère repentie. « Pardonne-moi le châle, dis-je. Pardonne-moi la vengeance. » Elle rit,
un son clair et libérateur. Et moi, le bon marché, point. Mais le Mistral porte les trahisons. Le soir, alors que nous dînions d'agneau rôti et de tapenade, un appel, Duval, paniqué. Léa a un complice. Le hacker, il a vendu tout à la presse. Deepfake, enregistrement. Et une preuve que tu as payé pour falsifier l'autopsie. Mon sang se glaça. Léa, feignant l'innocence, posa son verre. C'est fini, Élise. Le procureur arrive demain. Mais avant, à vous, pour le couteau. Son regard avait changé, froid, calculateur, l'héritage d'Henri Pur. La nuit fut un cauchemar éveillé. Attaché dans la cave du domaine. Oui, elle m'avait drogué dans le vin, j'entendis ses pas au-dessus. Tu vois, Élise, papa m'a tout appris. L'art de larder. Elle descendit, un couteau à la main, le même ou un jumeau. Je rends les 200 000 à la banque, anonymement. Et toi, tu disparais, comme maman. Suicide, pour clore le cercle. La lame effleura ma gorge, tiède de menaces. Je luttai, hurlai, mais le sédatif alourdissait mes membres. Pourquoi? On avait un deal. Elle ricana. Parce que la vengeance, c'est familial. Tu m'as appris ça. Juin naquit dans le sang. Le matin, les gendarmes trouvèrent mon corps. Non, pas le mien. Le sien, flottant dans la piscine, le couteau planté dans le dos. Moi, j'avais feint la faiblesse, renversé la table, lutté jusqu'au bord. Accident, dirais-je. Elle a glissé en me menaçant. Le procureur, arrivant pile, vit la scène. Léa morte, le dossier éparpillé prouvant le suicide d'Henri. Et moi, blessée, innocente. Paris, en juillet, bruissa de l'affaire Les Moreau, cycle de mort. Les médias chiaient. Suicide familial, meurtre en chaîne. J'héritai du domaine, vendis les vignes, et rentrai à la capitale, veuve 2 fois. La galerie rouvrit avec une expo. Fils rompu, climax d'une toile géante où 2 femmes se noient dans un lac de laine rouge. Succès fou. Mais les nuits, le fantôme de Léa chuchote. Bon marché. L'été 2025 s'étira paresseusement sur Paris, une chaleur moite qui collait les chemises aux peaux et faisait bouillonner les humeurs. Ma galerie, rénovée avec l'argent des vignes provençales, devint le cœur battant du Marais, vernissage bondé, où des critiques en lunettes rondes sirotaient du champagne et disséquaient l'odyssée tragique d'Élise Moreau. J'étais la veuve 2 fois faite, la survivante du « clan des Moreau », un titre que le Parisien avait forgé pour vendre du papier. Les livres sortirent, un premier, hagiographique, me peignant en victime résiliente, un second, accusateur, insinuant que j'avais orchestré les 2 morts pour un empire artistique. Les camps, toujours divisés, féministes me célébraient comme icône de l'autodéfense, conservateurs me fustigeaient comme parricide moderne. Sur X, Élise la vengeresse cumulait les millions de vues, même cruelle alternant avec des fans argotiques. Mais la paix était un mensonge. Août, un paquet anonyme atterrit à la galerie. Un châle calciné, odeur de cendre et de trahison, avec une note, le cycle recommence. Thibault, l'ex de Léa, ce serpent gominé. Il avait fui en Espagne après l'affaire, mais Duval, toujours mon ange noir, le pista jusqu'à Barcelone. Il sait pour la piscine, grogna le notaire au téléphone, son cigare crachotant. Et il a des copies du dossier. Le vrai, avec ton rôle dans le suicide de Léa. Panique. J'avais poussé, oui, un coup désespéré au bord de l'eau, la lame qu'elle tenait se retournant contre elle. Accident, avais-je plaidé, et le procureur, impressionné par les preuves contre les Moreau, avait clos l'enquête. Mais Thibault, il voulait 500 000 €, où il balançait tout à Europe 1. Septembre, je volais vers Barcelone, déguisé en touriste, chapeau large, lunettes de soleil, un faux passeport que Duval avait arrangé. La ville grouillait de vie, Ramblas bondées, odeur de paella et de mer salée. Thibault m'attendait dans un bar de la Ribera, face à la cathédrale gothique, son sourire carnassier intact. Élise, ma belle, tu as l'air usée. Je glissai l'enveloppe, 100 000 en cash, tout ce que j'osais emporter. Le reste suit. Mais tais-toi. Il rit, vidant son estropageau. Tais-toi? Après que Léa m'a largué pour ton petit jeu. Non. Je veux la vérité. As-tu tué Henri? Et Léa? C'était justice poétique. Ses yeux brillaient de curiosité malsaine, un voyeur du drame. Je cédai, le vin aidant, un rioya corsé qui délia ma langue. Henri s'est suicidé, pour m'emmurer dans le crime. Léa. Elle allait me trancher la gorge. J'ai riposté. C'était elle ou moi. Il hocha la tête,
fasciné. Et le châle? Le vrai déclencheur. Je souris amèrement. Un symbole. Mon âme tissée, piétinée. Comme notre famille. Il empocha l'argent, mais promit, pas un mot. Mais écris-le. Un livre, Élise. Ta version. Pour clore. Une idée germa. Octobre, de retour à Paris, je commençais ce récit. Ces lignes que tu lis, cher lecteur, un confessionnal en 5000 mots. Le twist final vint en novembre, lors d'une expo solo au Centre Pompidou. Vengeance en laine. Installation interactive où le public tissait ses propres châles, puis les déchirait sur scène, symbole de rupture. Léa apparut, non, un hologramme? Non, une actrice, engagée par Duval, pour un happening choc. Mais au milieu du chaos, un cri. Thibaut, arrêté à l'entrée, menotte au poignet. Il essayait de saboter, expliqua la police. Faux, c'était moi qui l'avais piégé, un appel anonyme aux autorités espagnoles avec des preuves de son chantage. Il pourrirait en tôle pour extorsion. Décembre 2025, un an jour pour jour après le meurtre d'Henri, je tisse un nouveau châle pour moi, en soie sauvage, motif de phénix renaissant. Le fond, les 200 000, récupérés via une action en justice posthume contre l'héritage Moreau, financent une fondation, bourse pour artistes veuves. Ironie, une jeune fille de banlieue, orpheline comme Léa, en bénéficie la première. Merci, Madame Moreau, dit-elle, les yeux brillants. C'est pas bon marché, c'est priceless. Est-ce un happy end? Les débats font rage. Ai-je vengé ou perpétué le poison? Henri et Léa reposent côte à côte au Père-Lachaise, tombes anonymes. Moi, je vis, hanté mais libre, dans un Paris qui murmure mon nom comme une malédiction ou une prière. La vengeance, après tout, n'est qu'un fil fragile mais éternel. Fin.